Bienvenue sur le podcast Élévation, je suis Lolita Belli, coach en mindset. Je te guide vers une vie plus alignée et plus heureuse en t'aidant à élever ta conscience et à développer un état d'esprit plus positif. J'espère que tu trouveras sur ce podcast des réponses à tes questions, des conseils pertinents et n'oublie pas que la clé de la réussite, c'est l'action. Si tu aimes cette émission, n'hésite pas à la soutenir en la notant de 5 étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité et à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Je te remercie d'avance pour ton écoute et te retrouve tout de suite pour le thème du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Dans le précédent, je vous faisais un petit état des lieux de la situation de cette émission de podcast que je n'ai vraiment pas envie d'abandonner, mais que je peine un peu à reprendre malgré moi. Pourtant, ce ne sont vraiment pas les thématiques à aborder qui me manquent, mais c'est plutôt le temps. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très régulière dans la sortie des épisodes, je vais tout faire pour que ça change. Donc l'objectif là dans les mois à venir, c'est de prendre le temps et de libérer de l'espace pour ce podcast parce que voilà, c'est un format que j'affectionne tout particulièrement. Donc merci à ceux et à celles qui sont toujours là à écouter les épisodes qui sortent de façon très sporadique. Et bienvenue à toi si tu débarques par ici. J'espère que le contenu te plaira et t'aidera surtout. Alors dans le précédent épisode, je vous disais justement que j'allais parler un peu plus d'entrepreneuriat. Ça va venir, mais là, les sujets que j'ai envie de lancer sont plutôt encore liés à la connaissance de soi, donc qui n'est pas totalement à côté de la plaque par rapport à l'entrepreneuriat, parce que être bien ancré avec soi-même et se connaître profondément permet aussi de débloquer et de libérer pas mal d'émotions, de schémas, de comportements. Et donc ça a forcément un impact aussi sur ce que l'on va vibrer intérieurement et qui va se projeter extérieurement. Donc on peut avoir tendance à soi-même s'auto-saboter, et c'est souvent le cas d'ailleurs, surtout dans les débuts de l'entrepreneuriat, dans son activité indépendante, parce que voilà, on a des croyances, parce qu'on a des habitudes qui sont pas alignées à la réalité qu'on souhaiterait créer. Donc en fait, tout est lié. Alors pourquoi la dépendance affective ? Tout simplement parce que même si c'est assez dur de le reconnaître, c'est quelque chose qui me concerne et qui a eu un impact dans bien des sphères de ma vie, mais notamment dans les relations humaines et spécifiquement les relations amoureuses. Alors pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que j'aime le concret, j'aime expliquer les concepts de manière simple et tangible et digeste. Et j'aime ensuite vous partager des exemples de la vie de tous les jours qui vont être issus de ma propre histoire. Donc on va commencer par la définition de ce qu'est la dépendance affective, les symptômes, entre guillemets, les signes qui peuvent démontrer une tendance à la dépendance affective, et puis des exemples pour vous illustrer tout ça, et puis ensuite des pistes de réflexion pour passer à l'action toujours. Donc vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ? Alors c'est parti. Donc la dépendance affective, comme son nom l'indique, c'est une dépendance qui va se traduire par un besoin d'aller chercher l'affection à l'extérieur de soi. C'est un état psychologique dans lequel on va éprouver le besoin excessif d'affection, de validation, de reconnaissance, de soutien émotionnel de la part des autres. Et à l'origine de cette dépendance affective, il peut y avoir plusieurs facteurs. Donc ça peut être des facteurs liés à des expériences de vie qui ont pu être traumatisantes, au déroulement de votre enfance, donc votre propre histoire, à votre environnement familial et social à cette période-là de votre vie. Ça peut être aussi lié à des troubles de l'attachement, à des schémas de pensée que vous nourrissez et qui ont plutôt une tendance négative à propos de vous, à propos des autres, à des croyances limitantes sur vous-même et sur les autres. Un grand manque d'estime de soi et d'amour de soi. Ça peut être aussi lié à des blessures de l'âme, j'y reviendrai un peu plus tard, et voire même des héritages transgénérationnels, voire karmiques. Là, je suis pas experte dans le domaine, mais ça peut être des pistes à explorer aussi. Donc, tous ces manques ressentis, toutes ces peurs conscientes ou inconscientes, et les blessures qu'on porte en soi, vont nous pousser en fait à compenser et à aller vouloir remplir ce vide grâce aux autres. On va demander aux autres, à l'extérieur, de nous donner ce que nous-mêmes, nous ne réussissons pas à nous donner. Et c'est une grande responsabilité pour les autres, du coup, et c'est aussi une grande souffrance pour soi-même, bien souvent.
Donc le but de cet épisode, ça va bien entendu pas être de culpabiliser d'être comme ça, si c'est votre cas, juste d'en prendre conscience et essayer de comprendre par rapport à votre histoire personnelle les éléments qui ont pu déclencher ce pattern, ce comportement et cet état chez vous, et d'observer dans les faits comment ça se traduit. C'est ça aussi qui va être important. Donc, parce que si vous voulez pas aller remuer le passé, parce que vous n'êtes pas prêt, parce que c'est trop douloureux, parce que pas envie, eh ben vous pouvez au moins observer le présent. Et peut-être que les exemples que je vais vous partager un peu plus tard vont vous parler. Alors, les signes maintenant qui peuvent traduire une dépendance affective. Ça va évidemment varier d'une personne à l'autre. Prenez ce qui résonne pour vous, mais de manière générale, on va avoir des signes qui vont inclure des sentiments d'anxiété, d'insécurité, de jalousie excessive, de possessivité. Ça peut être parfois des personnes qui ont du mal à être seules et qui ne parviennent pas à gérer leurs émotions sans l'aide des autres. C'est aussi des personnes qui peuvent se plier en quatre pour les autres, ne pas savoir dire non, d'être dans une posture de soumission par rapport aux autres en faisant passer les besoins des autres avant les siens. Et ces personnes peuvent affronter aussi très souvent la difficulté de poser leurs limites, la peur de perdre la personne en face si on ne dit pas oui à tout ou si on n'est pas présent et disponible à la demande. Il y a ce besoin d'exclusivité aussi parfois dans les relations, que ce soit en amitié ou en amour, et la recherche de preuves d'amour auxquelles on va s'accrocher, mais qu'on aura toujours du mal à croire. Il y a une certaine méfiance aussi parfois. Dans le milieu professionnel, il y a ce besoin de reconnaissance, de considération, d'approbation, la peur de l'échec, une tendance accrue au perfectionnisme, c'est vraiment à outrance, le syndrome de l'imposteur, etc. Voilà, c'est pour ne vous citer que quelques signes précurseurs. Et là, je vais plutôt vous partager des exemples de ma propre vie pour que ce soit quand même plus concret et parlant. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel qui pourra vous aider à aller explorer davantage si c'est quelque chose que vous avez envie de guérir dans votre vie aujourd'hui. Alors, moi dans mon histoire, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, et c'est encore très récent, ces prises de conscience, c'est vraiment mon comportement dans les relations amoureuses. Et ensuite, la compréhension de certains événements de mon enfance et le pont que j'ai pu faire entre les deux. Dans la sphère amoureuse, quand je fais le bilan des différentes relations sérieuses et moins sérieuses que j'ai pu avoir, en fait, je me suis rendu compte que j'étais constamment en suradaptation à l'autre. Donc je faisais toujours passer les besoins de l'autre avant les miens. Et forcément, ça ne peut pas marcher. Parce que quand je ne réponds plus à mes besoins, eh bien, je perds mon ancrage et ma sécurité intérieure. Et ce que je perds, je vais aller le chercher chez l'autre. Je vais demander à l'autre de me rassurer, de m'aimer, de me valoriser. Et l'autre, il m'a rien demandé. Alors après, je précise quand même que je prends uniquement ma part de responsabilité dans la relation, c'est du 50-50. Il y a aussi des comportements en face qui peuvent venir nourrir les problématiques auxquelles on fait déjà face. C'est ce qu'on va appeler l'effet miroir en quelque sorte. Ça, c'est un autre sujet et on va se concentrer sur soi. Mais parenthèse fermée, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal par exemple avec les départs, quand la personne s'en va, même juste pour 2 jours, parce que en background, en fond, je suis désolée, j'utilise beaucoup d'anglicismes, mais bon, je vais pas m'excuser de faire ça parce que c'est une partie de ma personnalité aussi. Il y a des mots qui me parlent plus en anglais. Mais en trame de fond, en fait, il y a une blessure d'abandon et de rejet qui est assez prononcée, qui est liée à mon enfance. Alors, quand j'étais bébé, et ça, je l'ai quand même découvert assez récemment. J'ai pas eu de contact physique avec mon père, par exemple. Il me portait pas. C'est quelqu'un qui a du mal avec le contact physique déjà de manière générale, et notamment avec les bébés. Moi y compris, sa fille pourtant. Et en fait, plus tard, en grandissant, j'ai eu un parcours chaotique. Enfin, tout du moins, pas moi, mais mes parents, respectivement, chacun de leur côté, ont eu des parcours chaotiques. Ce qui m'a indirectement impactée, puisque obligée de grandir très vite, obligée de me débrouiller seule rapidement, et de développer une sorte de non-attachement pour éviter la souffrance, la douleur, causée par ce manque d'affection ou par l'absence, par le manque de repères en fait.
J'étais mon propre repère. Et c'est aussi dans mon enfance que j'ai d'ailleurs développé mon côté très control freak, cette tendance à l'hyper-contrôle, parce qu'en fait, à cette époque-là de ma vie, il y a très peu de choses que je pouvais maîtriser autour de moi. Et qu'en tant qu'humain, on a un besoin de sécurité dans nos premiers besoins primaires. Après les besoins physiologiques, on a vraiment le besoin de sécurité. Et moi, je l'ai trouvé en contrôlant des petites choses du quotidien qui me permettaient d'avoir un semblant de contrôle et d'équilibre sur ma vie. Donc j'en ferai sûrement un autre épisode de podcast. Mais donc le manque d'affection de la part de la figure paternelle, la répétition également de promesses non tenues. J'ai mes parents qui m'ont eu très jeune, donc quand ils se sont séparés, j'étais encore petite. Et ils ont chacun eu besoin de retrouver un semblant de liberté, ce que je peux comprendre avec le recul aujourd'hui, avec mon âge plus avancé. Mais donc mon père, à l'époque, avait 30 ans quand il venait de se séparer. Voilà, il avait une fille de 8-9 ans déjà dans sa vie. Et en fait, il avait eu envie de retrouver de la légèreté, de retrouver ses copains. Donc il sortait énormément tous les week-ends, y compris les week-ends où j'étais censée être avec lui. Donc il me laissait chez mes grands-parents. Et ça arrivait très souvent que j'avais plus de nouvelles pendant tout le week-end. Et souvent ma mère devait revenir me chercher parce qu'on savait pas où il était passé, etc. Ou il était pas en état tout simplement de me reconduire chez ma mère. Et en fait, je pense que la blessure de rejet et d'abandon a commencé à se construire là, en tout cas de ce que j'en ai conscience, mais probablement surtout avant avec le manque de contact. Mais ça a forcément ancré des croyances du type je ne suis pas assez bien pour être aimée, on finit toujours par me laisser, je suis un fardeau pour les autres, etc. etc. Et c'est des croyances sournoises parce qu'elles vont vraiment commencer à designer la personne qu'on devient, on grandit avec ça, on n'a pas forcément conscience tout de suite, et c'est plus tard dans nos comportements que ça vient se manifester. Donc d'où l'importance d'avoir conscience de déclencheurs, de moments déclencheurs comme ça dans notre enfance qui ont pu conduire à des comportements adultes qui aujourd'hui ne nous correspondent plus mais qui étaient là pour nous protéger. Donc tout ça en fait ça a contribué à ce que je m'isole. Donc c'était tout simplement une protection. J'ai tout fait pour ne plus être aimée. Je suis partie à l'autre bout du monde dès que j'ai pu. J'ai vraiment fui cet environnement pour vivre ma vie à moi. Ce qui est positif, je suis très heureuse d'avoir voyagé. Ça m'a apporté énormément. Et je gardais forcément toujours cette carapace. Et dans mes relations, par contre, ça m'a pas aidée. Donc, quand on démarre en fait une relation amoureuse en attendant de l'autre de venir combler un manque, ça part mal. Je parle de relations amoureuses, mais c'est valable aussi en amitié. On doit toujours être complet avec soi-même, parce que personne ne peut combler un vide. En tout cas, pas de façon saine. C'est que mon avis, bien entendu, ne prenez rien comme vérité. Je vous parle à travers le filtre de mon expérience et de mes prises de conscience. Donc, prenez ce qui vous parle. Il y a toute cette partie de l'enfance, mais concrètement, comment ça se traduit aujourd'hui ? En fait, dans les relations, j'ai toujours eu du mal à recevoir des compliments et l'amour des autres, l'amour de l'autre. Pourtant, moi, j'ai un réservoir d'amour en moi qui est très très grand, mais j'ai un peu ce côté aussi animal sauvage, blessé, qui a besoin de se sentir en confiance avant de se laisser approcher et avant de donner corps et âme à l'autre. Donc dans mes relations, je suis beaucoup restée dans l'ego, et l'ego, c'est beaucoup la peur. Donc je vous renvoie vers l'épisode 19 du podcast sur l'ego pour en savoir un peu plus si ça vous intéresse. Aussi, l'envie de tout contrôler dans les moindres détails. Je refusais de l'aide, je refusais de me montrer vulnérable, je faisais passer mes besoins au second plan. J'avais besoin de me sentir toujours disponible pour l'autre, sans limite, sans me respecter. Et j'avais toujours ce besoin d'être rassurée. Je cherchais constamment aussi la petite bête, la trahison pour confirmer que oui, ça ne vaut pas la peine d'être aimée, je ne suis pas aimable. La petite croyance de tout à l'heure, on s'en rappelle ? Donc j'avais cette tendance à anticiper et à toujours partir la première pour ne pas me faire rejeter d'abord. Donc j'étais dans des projections mentales tout le temps, c'est très épuisant et en fait je détruisais tout. Je créais ce que je craignais le pire, la loi d'attraction. Et
Et en fait, ben voilà, c'est ne pas oser ouvrir son cœur, c'est enfiler des masques, c'est ne pas exprimer ses vrais sentiments et ses vraies émotions à l'égard de l'autre, parce que peur d'être rejeté, encore une fois, peur d'être abandonné, vouloir être aimé à tout prix, devenir une autre pour plaire davantage, parce que soit on se dit que c'est pas suffisant, dire oui à tout. Et j'ai eu des relations toxiques, j'ai eu une relation verbalement violente, le conflit... pendant un moment, était vraiment pour moi associé à l'amour par rapport à ce que j'ai pu voir dans mon enfance, par rapport aux femmes de ma lignée. Je les ai toujours vues se plier en quatre pour les hommes, batailler, et tout ça aussi, ça a donné une représentation de l'amour qui était quand même biaisée, ou en tout cas qui me correspond pas. J'ai pas envie que ce soit ça, l'amour, j'ai pas envie que ce soit du conflit. Et puis du coup, quand je me retrouvais seule parce que l'autre partait ou parce que ou je rentrais, voilà, si on vivait pas ensemble, mais j'avais tout le temps ce besoin de compenser un vide affectif, et ça se faisait à travers la nourriture, le sucre. Donc je mangeais pour me faire du bien, pour me rassurer. D'ailleurs, je mangeais souvent du chocolat, et je vous renvoie vers un podcast, j'ai plus en tête le titre, mais c'est un podcast de Lisa Salis. Je vous mettrai la ref dans la description, où elle est en interview avec quelqu'un qui parle de la symbolique des aliments. Je trouve ça hyper intéressant parce que le chocolat, justement, ça vient illustrer ça, un besoin d'amour, on vient compenser ça. Donc voilà, puis je mangeais pour me faire du bien, pour me rassurer, pour faire passer ce vide, pour combler ce vide, pour me protéger aussi, manger pour se protéger. Parfois quand on prend du poids, c'est aussi pour se protéger. Et ça, c'était aussi une habitude issue de l'enfance, parce que ma grand-mère maternelle, c'est Mamie Gâteau, et à chaque fois que mes parents me déposaient chez eux, parce que j'ai passé énormément de temps chez mes grands-parents, on me donnait une sucrerie pour faire passer la pilule, pour me réconforter. Donc voilà, j'ai vraiment associé le sucre au réconfort. C'est quelque chose de réconfortant pour moi. Et donc cette habitude, elle s'est ancrée. Et aujourd'hui, je suis très fière de voir que la conscience de tout ça commence à porter ses fruits, parce que dernièrement, j'ai vécu une rupture et j'ai pas eu ce réflexe. J'y ai pensé bien sûr, mais je l'ai conscientisé tellement fort que je me suis pas ruée sur le sucre. Je suis pas allée au magasin acheter un paquet de gâteaux et des bonbons. Je suis pas allée dans de la surconsommation de nourriture. Au contraire, j'ai continué à cuisiner mes petits plats sains. J'ai fait mon sport et je me suis vraiment concentrée sur mes habitudes, parce que je me suis dit mon corps il mérite mieux. Mon corps il en a marre de subir tout ça, et personne ne mérite que je me détruise la santé et le corps, mon temple dans lequel je vis et qui fait tant pour moi. Et là c'est de l'amour de soi. Et c'est là que ça commence, la sécurité intérieure. C'est rester ancré à soi quand l'extérieur semble s'effondrer. Quand les émotions plutôt désagréables viennent nous submerger. C'est savoir s'asseoir avec elles, les remercier pour leur message, parce qu'elles portent toujours un message. C'est des GPS pour moi, les émotions, et elles sont tellement importantes. Et quand on est dépendante affective, il y a un gros travail d'amour de soi à faire, d'affronter ses peurs et de comprendre les comportements qu'elles induisent. Donc, ma dernière relation sérieuse, ça a été vraiment la plus parlante, et j'ai toujours beaucoup de gratitude pour les relations que j'ai vécues, même les pires, parce qu'elles m'ont toujours apporté des belles leçons de vie, et ça m'a toujours permis de progresser, d'évoluer sur mon chemin, et d'affiner toujours un peu plus ma représentation idéale de l'amour, de ce que j'ai vraiment envie d'attirer à moi. Et dans cette relation, j'avais accepté beaucoup trop de choses. J'avais carrément dépassé mes propres limites de l'acceptable et du respect. Et en fait, quelque part, la compréhension que j'ai de l'être humain et la compassion dont je peux faire preuve ne m'a pas forcément aidée, et ça ne doit absolument pas tout excuser. Oui, mais il a une vie difficile, oui, mais il fait face à ça, oui, mais en ce moment c'est compliqué pour lui. C'est toujours ces petites excuses pour excuser justement le comportement de l'autre. Donc c'est bien de comprendre que chacun a son chemin, chacun a ses propres pensées auxquelles il fait face, a vécu ses propres expériences, mais ça ne doit jamais nous mettre en deuxième plan dans notre vie. Et voilà, j'ai toujours eu cette tendance à excuser les comportements en face, en étant trop compréhensive avec l'histoire de chacun. Et je ne peux pas et je n'ai pas envie de sauver les autres. Je peux juste partager ce que moi je vis, et tant mieux si ça résonne, mais on doit laisser la responsabilité aux autres, surtout dans une relation, c'est du 50-50.
Et forcément, comme j'ai cette tendance-là, on a souvent réussi à me faire culpabiliser, à se poser en victime, à me retourner le cerveau, à me faire sentir vraiment comme une merde, il n'y a pas d'autre mot. Mais parce que moi, j'ai laissé mon pouvoir dans les mains de l'extérieur, de l'autre. Parce que toute seule, je l'avais pas. J'étais pas en possession de mon plein pouvoir et j'ai laissé agir les autres comme ça sur moi aussi, j'ai accepté. Et quand on s'aime, quand on se respecte, j'ose espérer que l'on arrive à maintenir ses limites et son espace. Alors, je pense pas que je l'ai encore vécu, parce que pour l'instant, j'ai que des relations passées qui n'ont pas fonctionné, mais j'ai conscience de beaucoup de choses. L'expérience va me le démontrer, parce que je sais que les sentiments aussi peuvent aveugler. Dans un premier temps, la passion peut nous faire n'importe quoi. Et c'est toujours plus facile d'aller dire aux autres ce qu'on voit, nous, de façon extérieure, que quand on le vit soi-même dedans. On en revient du coup à l'image et à la représentation que l'on a de l'amour. Voilà. Ne regrettez pas vos relations passées parce qu'elles sont venues vous apporter quelque chose. Elles vous ont appris pour votre chemin et il y aura toujours mieux derrière. Et moi, ça me permet d'évoluer aujourd'hui et ça me permet d'accéder à un niveau encore plus profond de moi-même, de conscience, et c'est libérateur, vraiment. Mais la clé aussi, ça a été de venir explorer l'enfance et ça l'est, hein, c'est un processus qui est en cours. Alors, vous allez me dire comment on guérit de la dépendance affective. Il n'y a pas non plus, je ne vais pas vous donner une liste à rallonge de choses à faire. Comme vous le savez, c'est jamais toujours évident. Il va falloir expérimenter. Il va falloir passer par l'expérimentation au-delà du savoir et de la théorie. Donc, déjà, comme je venais de le dire, ne pas voir vos expériences passées comme des échecs, mais comme des leçons, des apprentissages qui vont vous permettre de progresser sur vous et de vous connaître toujours un petit peu plus à chaque fois. Avoir le courage d'observer les événements marquants de son passé quand vous vous sentirez prêt ou prête et faire face à nos comportements d'aujourd'hui, ceux dont on veut se débarrasser parce qu'ils ne nous font pas du bien, et vraiment essayer de faire les liens entre notre histoire, les expériences vécues et ces schémas actuels. Moi, pour cette partie, personnellement, je me fais aider par une psychologue depuis quelques semaines et j'avance beaucoup plus vite parce qu'il y a forcément des angles morts auxquels je n'ai pas accès même toute seule. Donc là, moi, j'ai fait appel à quelqu'un parce que j'ai besoin d'une vision extérieure neutre et de quelqu'un qui a des outils et des connaissances que je n'ai pas. Donc ça va demander quand même de laisser l'ego de côté et c'est pas toujours évident. Et puis, dans ce que vous pouvez faire aussi, c'est travailler la connexion à vos émotions. Apprendre vraiment à les décrypter par rapport à vos ressentis physiques, vos ressentis corporels, dans les comportements qui vont être induits à la suite d'une émotion et dans le dialogue interne qui va s'enclencher mentalement quand vous êtes sous le coup de l'émotion. Et vraiment à les écouter le message qui se cache derrière. Moi, il y a un truc qui m'aide beaucoup dans mes émotions, c'est que j'ai eu souvent tendance à être impulsive et à agir sous le coup de l'émotion. Et puis, à force d'être dans un peu cette sphère de développement de personnel, de connaissance de soi, on explore des outils, des techniques. Et donc, il y a le Human Design. J'avais fait un podcast avec Mélissa Simoneau sur le podcast dans la saison 1. Je crois que c'est l'épisode 3. Vous pouvez le retrouver sur le Human Design où elle présente ce que c'est et les différents types d'énergie du Human Design. Et en fait, en Human Design, pour la faire très courte dans cette parenthèse, peut-être qu'il y en a qui connaîtront, moi j'ai une autorité émotionnelle. Ce qui veut dire que je fais souvent face à des vagues émotionnelles dans ma vie et que l'autorité, ça permet de donner des indications pour prendre ses décisions. Et moi, en fait, il faut que je revienne à des états émotionnels neutres avant de prendre des décisions. Il faut que je sorte vraiment de l'émotionnel pour prendre des décisions avec toute ma clarté mentale. Et donc ça, c'est un travail que je fais depuis quelques années, depuis que j'ai découvert le Human Design, que j'expérimente. Quand j'ai une émotion, j'essaye de pas réagir tout de suite, de pas être en réaction, mais d'attendre que ça passe, et ça peut prendre quelques jours, comme ça peut prendre quelques heures seulement. Mais vraiment, je prends ce réflexe et je vois tout le bien que ça me fait de prendre mes décisions dans un état émotionnel plus neutre parce qu'elles sont beaucoup plus alignées, beaucoup plus matures et sages. Donc voilà, il y a ça. Vous pouvez aussi, ça c'est vraiment pour tout, c'est développer l'estime de soi pour ne pas avoir besoin d'aller la chercher chez les autres, la rendre forte pour qu'elle soit plus fragilisée et ébranlée par une remarque extérieure ou un comportement extérieur. Avoir cette estime de soi
inébranlable et ça se travaille tous les jours. Ça requiert selon moi de la discipline car pour avoir une bonne estime de soi, moi personnellement, j'ai besoin d'habitudes, de petits rituels qui me font du bien, d'habitudes saines comme et c'est les bases en fait, c'est manger sain, faire de l'activité physique, me sentir à l'aise et en phase dans mon corps et ça passe par ça, par comment je vais nourrir mon corps physiquement. Le faire bouger, me sentir bien dans mon corps, me sentir en forme, en pleine vitalité. Je vais avoir besoin aussi de méditer pour calmer mon esprit et vraiment m'ancrer dans le présent pour justement sortir des projections mentales, etc. Cultiver la gratitude pour être plus positive. Et en fait, tout ça, on le sait, souvent je vous apprends rien, mais est-ce qu'on le fait tous les jours ? Est-ce qu'on le fait tous les jours comme on se brosserait les dents ou comme on ferait pipi ? Souvent non. Et surtout, est-ce qu'on maintient cet équilibre quand la vie devient plus difficile ? Parce que c'est ça la clé. C'est facile d'avoir des habitudes. Alors, c'est pas des habitudes, parce qu'à partir du moment où on les arrête, ce n'est plus une habitude, mais d'avoir ces petites actions quotidiennes quand tout va bien. Mais l'enjeu et le défi, c'est de les conserver quand tout est en train de s'effondrer. Parce que c'est ça nos repères. C'est ça notre ancrage et notre sécurité. Alors, à vous de voir quelles actions et quelles habitudes au quotidien vont vous permettre de vous sentir en sécurité avec vous-même et justement ce qui vous permettra de ne pas aller la chercher à l'extérieur. Alors, on va terminer par un petit exercice. Je vais même vous en proposer 2. Si vous vous reconnaissez dans cet épisode, si ce que je vous dis ça vous parle, n'hésitez pas à les faire. Donc ça va consister à prendre 2 feuilles de papier et un stylo et vous libérez au moins 1 heure de votre temps. Voilà, vous mettez un petit fond de musique si besoin, comme des fréquences. Moi, il y a beaucoup, j'aime bien écouter des fréquences, ce qu'on appelle aussi les sons binauraux. Et il y en a beaucoup en gratuit sur l'application mobile Insight Timer. Je vous en mettrai une que j'aime particulièrement en description de l'épisode. Et en fait, sur la première feuille, vous allez tracer une ligne horizontale et vous allez faire la chronologie de vos relations passées. Et vous pouvez même remonter jusqu'à votre enfance si vous vous sentez capable de le faire toute seule ou tout seul. Et vous allez noter déjà tout ce que les relations amoureuses vous ont apporté, ce que vous n'aimiez pas chez vous, dans cette version de vous à ce moment-là de votre vie, dans cette relation spécifique. Et ce que vous avez ressenti quand ça s'est arrêté. Et vous pouvez vraiment remonter aussi jusqu'à votre enfance, des petits événements dont vous vous rappelez par exemple, et qui pourraient expliquer certains comportements aujourd'hui, par rapport à votre vision de l'amour, par rapport à des croyances que vous pouvez avoir sur vous, etc. Donc ça demande déjà un peu de temps, cet exercice-là. Et vous n'êtes pas obligé de le faire en une fois, vous pouvez revenir dessus petit à petit, il y a peut-être des choses qui vont revenir au fil des jours. Et sur une autre feuille, vous allez faire la liste de tous les comportements actuels que vous avez au jour d'aujourd'hui, donc on se concentre sur le moment présent, et qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus. Par exemple, je trouve que je mange beaucoup trop, ou j'ai toujours ce besoin de m'occuper, j'arrive pas à rester sans rien faire. J'arrive pas à rester toute seule. Je trouve que je bouge pas assez, ou alors je bouge trop, je fais trop de sport et ça vient traduire quelque chose. Ou vous avez peut-être trop d'interactions sociales ou au contraire pas assez. Vous trouvez que vous buvez trop d'alcool ou que vous achetez trop de choses, vous faites trop de shopping et vous dépensez trop justement pour combler pareil un manque ou pas. You name it, comme on dirait en anglais, à vous de les nommer. Et une fois la liste établie, vous allez tenter de déceler s'il y a un élément déclencheur qui vous conduit à cette action, à cette habitude. Est-ce que c'est l'ennui, la tristesse, l'insécurité, une parole blessante, un conflit avec un proche, un manque que vous pouvez ressentir suite au départ de quelqu'un ou je ne sais pas. Notez tout ça. Et le seul fait de noter tout ça, ça va vous permettre déjà de mettre de l'ordre dans vos idées, d'élever votre conscience par rapport à tout ça. Laissez-vous guider, faites-vous confiance. Pour aller plus loin, je vous recommande le livre très connu d'Elisabeth Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, que je vous mettrai en description. Je pense que j'en ferai un podcast prochainement. Et j'ai envie de terminer cet épisode avec cette phrase. Ce qu'il y a d'étrange avec la dépendance affective, c'est qu'on s'abandonne soi-même pour éviter d'être abandonné par l'autre. Et j'ai envie de vous dire, ne vous abandonnez plus, reprenez votre pouvoir et vos relations n'en seront que meilleures. Et en priorité, votre relation à vous-même. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'ici.